Alors, Lucie Loudiel nous a brillamment expliqué l'embryologie du septum interventriculaire. Ce que moi j'ai compris, c'est que ce septum résulte de la réunion de 4 constituants qui se forment à différents moments. Donc, on a le septum d'admission, qui provient des bourgeons endocardiques du canal atrioventriculaire, qui forme la partie postérieure et haute de ce septum, que vous voyez ici en rose, et qui est à mettre en relation avec l'anneau fibreux central des valves atrioventriculaires. Il forme avec elle la croix du cœur. On a le septum conal qui se forme par fusion des bourgeons endocardiques du conus en même temps que le wedging. Il forme la région la plus antérieure et haute de ce septum, vous le voyez en violet. On le retrouve dans ce schéma dans le Y de la bande septale, Lucie Loudiel nous a bien expliqué, qui est donc la zone de fusion entre le septum conal et le septum interventriculaire primitif. Le dernier constituant à se former, c'est le septum trabéculé, qui naît du septum interventriculaire primitif, qui est la plus grande partie du septum interventriculaire, qui est musculaire et qui est épais. La zone de fusion de ces 3 ébauches septales va se faire au niveau du septum membraneux, qui est une cloison toute fine, membraneuse, qui se situe au niveau, on l'a vu, de la valve aortique, en relation avec le feuillet valvulaire aortique et tricuspidien. La classification adoptée pour décrire les CIV est en fonction de la localisation du défect et de son origine. La CIV d'admission est en relation avec l'anneau fibreux central des valves atrioventriculaires et s'intègre dans l'entité malformative des canaux atrioventriculaires. Les CIV conotroncales, elles, se situent juste au-dessus du Y de la bande septale et la communication sera associée aussi au malalignement de l'aorte. Les CIV membraneuses se situent en contact des feuillets valvulaires aortiques et du pilier septal de la valve tricuspide. Et ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas toujours simple, mais je le reprends, c'est que ce n'est pas de cette valve-là que je parle, c'est celle de l'aorte qui est ici derrière, et donc il se retrouve ici, puisque vous savez que l'émergence de l'aorte est plus basse, et ici on a le pilier et la bande septale. Il faut bien comprendre que ça descend plus bas, et donc c'est pour ça qu'on dit que cette zone-ci est très proche de l'émergence de l'aorte. Et les CIV trabéculés, elles, peuvent se situer dans toutes les parties de ce septum musculaire, est entouré de toutes parts par du tissu musculaire. Alors, pour donner une estimation de la fréquence des CIV en fonction du type, ce n'est pas évident dans la littérature parce qu'on regroupe souvent ces CIV. Alors, j'ai repris ici les fréquences données par le docteur Abishaoui dans son guide pratique de l'échographie cardiaque fétale. Il estime entre 5 et 8% les CIV qui sont d'admission, 5 à 7% les conales, 5 à 20% les trabéculés et 70 à 80% pour les membraneuses. Alors, comment étudier ce septum correctement? Alors, je crois qu'on est tous secrètement jaloux de voir Lucie Loudiel tenir l'organe à étudier dans le creux de sa main. Elle peut le retourner dans tous les sens, elle peut passer des stylets, elle peut écarter les parois, elle peut disséquer. Nous remercions aussi les dessinateurs qui, eux, nous illustrent de façon claire le septum dans son entièreté en ouvrant une paroi, en regardant à partir du ventricule droit et on voit l'entièreté de ce septum et où peuvent se trouver ces CIV. Ok, mais nous, dans notre réalité d'échographie, nous devons accepter que pour l'instant, nos échographes ne nous permettent pas... Oups. Les films, ça déroule comment? Voilà, pardon. Ne permettent pas encore de voir le septum en entier sur ce plan de coupe. Alors, nous dépendons des plans de coupe qui nous sont accessibles, de la bonne volonté du fœtus à nous montrer son cœur, à la bonne échogénicité de la patiente, on vient de le voir, et au bon réglage de nos appareils. Alors, comment pallier à nos difficultés d'examen et comment étudier ce septum interventriculaire? L'étude de ce septum nécessite de recourir sur plusieurs plans de coupe. Le septum n'est pas plan, il faudra l'explorer par de lents balayages de part et d'autre des plans de coupe classiques utilisés. De façon générale, la visualisation est d'autant meilleure que l'angle du faisceau d'ultrason est plan et l'angle d'ultrason par rapport à la structure étudiée est grand. Donc, en fait, on doit essayer de mettre le septum perpendiculaire à nos ultrasons. Sinon, il risque d'y avoir des faux négatifs et des faux positifs, même en Doppler couleur.
On sera d'autant plus sûr qu'il s'agit réellement d'une CIV si le défect est retrouvé dans 2 incidences différents ou si, quand on balaye un peu autour de cette anomalie suspectée, on retrouve à chaque fois la même image. Ici, vous avez un exemple d'une CIV trabéculée retrouvée sur la coupe 4 cavités à gauche. On la voit très bien. Et aussi, elle a été reprise dans une coupe petit axe ventriculaire dont on parlera tout à l'heure. Vous avez le ventricule gauche qui est en bas, le ventricule droit qui est en haut. Et là, on peut dire qu'on peut, de manière un peu plus sûre, affirmer qu'il y a une CIV. On sera d'autant plus sûr qu'il s'agit réellement d'une CIV si les berges sont abruptes et un peu plus écogènes que le reste du septum. Un exemple de CIV ici d'admission, avec des berges du septum interventriculaire en regard de la CIV qui sont plus écogènes. Ça doit vous attirer l'œil. Bon, après, il y a d'autres arguments. Ici, c'est assez grossier comme exemple, mais c'est pour vous montrer que soyez attentifs à cette zone hyperécogène. Un autre exemple de canal atrioventriculaire avec un aspect plus écogène, aussi des berges, et ici une petite CIV trabéculée à droite, dont la zone écogène attire l'œil, et peut-être que c'est grâce à ça que vous pourriez être orienté. Quand on parle de plan de coupe utile pour étudier le septum, on est obligé de repartir des coupes qui sont actuellement opposables par le comité technique d'échographie pour le dépistage. Et donc, on sait qu'on a la coupe des 4 cavités, qui va être utile pour l'exploration du septum, ça c'est certain. Et on doit parler aussi de la coupe petit axe des gros vaisseaux, qui là, de prime abord, nous paraît un peu moins informative dans ce cadre. La coupe 4 cavités, elle va nous aider, elle va nous montrer la grande partie du septum musculaire, en commençant par son origine apicale et le septum d'admission. Donc elle va nous permettre de mettre en évidence les CIV trabéculés qui se trouvent dans ce secteur et les CIV d'admission associés au canal atrioventriculaire. Par contre, pour étudier cette coupe 4 cavités, même si cette voie apicale est très informative pour plein d'autres raisons, pour le septum, ce n'est pas la meilleure incidence. Et donc on a du mal à visualiser ces parois. Il vaut mieux lui préférer la voie latérale, qui est donc perpendiculaire, comme on a vu. On met la cloison perpendiculaire à nos ultrasons. Et c'est là où on va pouvoir détailler mieux le septum, et on va pouvoir même voir le septum mission qui est plus fin, juste derrière les valves que vous voyez. Puis par rapport à un septum plus épais qui est le septum trabéculé. Le septum est donc bien visible. Donc, ce qu'on va faire, c'est il faut qu'on arrive à modifier l'angle. Donc, on peut utiliser cette coupe apicale, mais après, pour l'étude du septum, on va latéraliser notre septum pour mieux l'étudier. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste? Parce qu'en fait, on a des pièges. Ici, vous avez un piège. Quand on voyait cette coupe apicale, cette zone-ci est mal visible, et donc vous avez l'impression qu'il y a une CIV d'admission. D'accord ? On peut même se tromper ici en mettant la couleur et en suspectant ici une CIV. Ce qui doit vous interpeller, c'est que vous voyez un bon décalage des valves, et ça, ce n'est pas habituel. Et puis surtout, vous vous rappellerez que vous dites la voie apicale n'est pas bonne pour étudier le septum. Et en effet, si on change d'incidence, on ne voit plus cette CIV et c'était une fausse image. Donc faire attention à ça. Après, en reparlant du petit axe des gros vaisseaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'elle nous est utile ou est-ce qu'elle ne nous est pas utile? Alors, en premier lieu, on doit la sortir, cette coupe, puisqu'elle nous est demandée. Elle est difficile à obtenir. Et donc, en faisant ce topo, je me suis dit c'est quand même dommage qu'on n'utilise pas cette coupe, parce que quand même, on est dans la sortie de l'émergence de l'aorte et qu'on voit toute la voie d'éjection droite qui est autour de cette sa zone d'émergence. Et surtout, je me dis qu'ici, on doit surtout avoir cette zone fine qui est la zone du septum membraneux, et cette zone un peu plus épaisse qui est la zone plus épaisse du conus. Voilà, et que peut-être qu'on pourrait arriver à faire la différence entre des CIV donc membraneuses et les CIV conotroncales. Alors j'ai la chance de travailler avec des cardiopédiatres et je leur ai posé la question et ils m'ont dit qu'effectivement,
en postnatal, c'est comme ça qu'ils étudient la différence entre ces deux CIV, la CIV membraneuse et la CIV conotroncale. Et donc, ils partent sur l'enfant qui est mis comme ça, dos postérieur. Et si ils voient ici, à midi, une communication, ils seront plutôt en faveur d'une membraneuse. Si elle est plus haut située dans la voie d'éjection droite, on sera plutôt à 14 heures et ce sera plutôt une CIV conotroncale. Donc je trouvais ça intéressant. Je vous ai ici des exemples donc, en postnatal où vous voyez, je vais vous mettre le film. Alors moi le postnatal, je trouve ça assez compliqué de comprendre leurs images, mais on voit ici la voie d'émergence de l'aorte, toute la voie d'éjection. Ici, on voit la valve tricuspide. Et vous voyez ici une zone de communication avec la CIV membraneuse. Un autre exemple, mais cette fois-ci conotroncale. De nouveau, je vous mets en dynamique. Vous voyez qu'il y a ici un petit trou qui est repris en couleur. Et c'est comme ça qu'ils font la différence. Donc, je vous laisse, je suis intéressée d'avoir votre avis. Est-ce que ça peut nous aider? J'en ai parlé avec mes cardiopédiatres, ils disent que c'est quand même des structures qui sont toutes petites en anténatale. Moi, je n'ai pas d'exemple. J'ai demandé aussi aux collégiens de m'envoyer une image s'ils en avaient. J'en ai pas eu, donc je ne sais pas si c'est utilisé dans votre pratique ou pas. Mais je me disais que ça peut être peut-être en tout cas comme deuxième incidence après une coupe très importante qu'on va voir juste après. Ça vaut peut-être la peine d'avoir ce deuxième plan, surtout qu'on est obligé de faire cette coupe. Donc, on comprend, c'est que la cas-de-cavité est indispensable dans cette étude, mais par contre, si on utilise les coupes recommandées par le comité technique d'échographie, on passe à côté de certaines CIV, qui sont ces CIV plus hautes. Et donc, est-ce qu'on est prêt à les accepter, donc qu'on ne les étudie pas? C'est quand même dommage, puisqu'on a quand même la conotroncale. Donc, on va devoir utiliser le balayage dynamique, le Doppler couleur et d'autres plans de coupe pour être plus performants. Pourquoi le balayage dynamique? Vous avez ici un exemple où vous voyez la coupe 4 cavités, où on ne voit pas de défect. Et quand on remonte plus haut avec un balayage lent, on retrouve ici une petite CIV trabéculée, qu'on aurait plutôt dit qu'on pouvait voir dans les coupes 4 cavités, mais comme vous voyez que le septum n'est pas plan, eh bien, il faut arriver à balayer lentement, et on peut retrouver des CIV qui sont plus haut situés que dans la coupe 4 cavités. Voilà. On peut aussi s'aider du Doppler couleur, qui peut mettre en évidence des flux traversant le défect. Le faisceau d'ultrasonore doit être parallèle au flux étudié pour avoir une belle étude. Ça a rarement un intérêt diagnostique. Par contre, ça peut nous mettre en évidence des lésions qui ne sont pas visibles en échographie 2D. Donc, on pourrait avoir mis en évidence de petites CIV trabéculées. Est-ce que c'est important de les mettre en évidence? C'est une autre question. Mais par contre, il faut savoir bien régler sa machine, il faut limiter la profondeur et la largeur de sa fenêtre d'échantillonnage, surtout dans l'échantillonnage couleur, pour étudier bien la structure, quitte à bouger sa fenêtre. Il faut aussi bien régler le gain, il faut bien régler tout son appareil pour avoir des informations. En sachant aussi que si vous trouvez un défect, ne le mesurez pas avec la couleur parce que vous surestimez la mesure. Donc, si vous le repérez avec la couleur, vous arrêtez le Doppler et puis après, vous faites votre mesure. C'est là où ça devient information importante de ce topo, c'est-à-dire qu'il faut un autre plan de coupe pour découvrir les CIV conotroncales et membraneuses. Et donc, la coupe importante, c'est la coupe de la continuité septo-aortique. Cette coupe, elle nous montre la grande partie du septum musculaire dans son origine apicale, ici. On voit aussi le septum membraneux qui est juste à côté de la valve tricuspide que vous voyez là. Et puis, on a aussi une bonne étude de la continuité septo-aortique avec l'alignement entre le septum et le bord antérieur de l'aorte. On a des pièges aussi. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez une fausse image de CIV par atténuation du bord antérieur de la paroi aortique. Vous voyez ici, on a vraiment l'impression qu'on a une communication. Qu'est-ce qui va nous permettre de dire que c'est un piège? En fait, ce qu'il faut regarder, c'est où se situe la valve aortique. Si la valve aortique, elle se situe en dessous de ce défect, vous êtes d'accord qu'on ne sait pas une communication entre l'aorte et un ventricule droit. Donc, en fait, vous avez une zone d'atténuation, c'est un artefact, et vous passez
Je vous donne un autre exemple ici. Et vous devez donc vous méfier, ça arrive assez régulièrement. Il faut bien regarder où se situe le supposé défect en relation avec la valve aortique. Vous voyez ici de nouveau un autre exemple. Et ici un autre exemple, même en couleur Doppler, ça passe. Une autre coupe qui est intéressante et qu'on a moins l'habitude d'utiliser, c'est le plan de coupe perpendiculaire à la coupe des 4 cavités. Cette coupe perpendiculaire, elle peut faire, donc c'est des plans de coupe, on fait un balayage de la zone la plus basse située du cœur en remontant vers les valves. Et en fait, on peut avoir une incidence de cette coupe qui passe par les valves atrioventriculaires. La valve mitrale, elle est composée de 2 feuillets qui s'ouvrent en bouche de poisson à distance du septum, et la valve tricuspide, elle est composée de 3 feuillets et elle s'ouvre près du septum où le feuillet septal est attaché. Donc cette incidence, elle nous permet, en descendant un petit peu, de voir les CIV d'admission, et puis aussi après d'étudier, puisqu'on sait qu'on aura probablement des anomalies au niveau de la valve, et d'étudier les anneaux vulvaires. Ça y est, je l'ai faite. Les anneaux valvulaires. Voilà. Ça va rester. Après, on a, sur ce même plan de coupe, on peut faire un balayage au niveau des ventricules, et donc on va étudier ce septum. Alors, lui préféré, donc là, on peut avoir ce plan de coupe, mais on a dit que pour le septum, la voie apicale n'est pas très bonne, donc on va lui faire le même plan de coupe, mais vous voyez, cette fois-ci, le septum, il est parallèle à nos ultrasons, et donc on va bien voir le ventricule droit, qui est plus trabéculé que le ventricule gauche, qui a une attache tricuspide du septum, qu'on voit très bien, et puis après, on a le ventricule gauche, qui lui est postérieur, proche de l'estomac, avec une paroi septale qui est lisse, et qui contient 2 piliers, qu'on voit très bien ici. Vous voyez les 2 piliers, et donc on peut repérer ce ventricule gauche qui est près de l'estomac. Et cette coupe, elle est intéressante pour confirmer une suspicion de CIV, on l'a vu tout à l'heure, en regardant la partie musculaire de ce septum. Alors, si on reprend, pour l'exploration du septum interventriculaire, on doit recourir à plusieurs plans de coupe. Pour les CIV d'admission, les 4 cavités, et pourquoi pas céder de la coupe petit axe au niveau des valves atrioventriculaires. On peut, pour les CIV conotroncales, utiliser cette coupe indispensable de la continuité septo-aortique avec un petit axe des gros vaisseaux qui peut-être peut nous aider à confirmer un peu plus les choses. Question posée. Pour la CIV membraneuse, on va aussi utiliser la coupe de la continuité septo-aortique et pourquoi pas ce petit axe des gros vaisseaux. Et puis pour les CIV trabéculés qui peuvent se situer dans plusieurs zones de ce muscle, on peut utiliser la coupe de 4 cavités, utiliser le balayage dans cette zone-là, utiliser la coupe de la continuité septo-aortique et le petit axe par les ventricules en remontant un petit balayage qui peut être très utile. Alors pour les différents types de CIV, la CIV d'admission, on en a déjà parlé, tout ce que je vous mets ici, mais donc bien imaginez que ça s'intègre dans l'entité malformative des canaux atrioventriculaires, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se ferme pas spontanément. Ici, vous avez un exemple de canal atrioventriculaire complet. Alors, on a un large orifice unique faisant communiquer les oreillettes et les ventricules. On retrouve la CIA ostium primum, la présence d'une seule valve auriculo-ventriculaire, donc avec un anneau unique avec une valve concave, et la CIV d'admission. Ici, un exemple qui m'a un peu interpellée, parce que, ce n'est pas évident parce qu'on voit ici qu'on a un doute. D'un autre côté, on est en coupe apicale. Ce qui m'interpelle par rapport à l'autre exemple que je vous ai donné, où c'était plutôt un artefact, c'est qu'ici, les valves sont alignées. Donc, est-ce qu'ici, il n'y a pas une CIV? Alors, c'est Nicolas qui me l'a envoyé. Je n'ai pas l'autre plan de coupe où on aurait bien voulu voir le septum en position latérale, mais pour vous montrer que là, quand même, on tique un peu plus. Ici, alors, une autre CAV avec une CIA très large donnant l'impression d'une oreillette unique, d'une large CIV d'admission. Et pour vous montrer qu'un train peut en cacher un autre, on a aussi une anomalie de la position des gros vaisseaux, que vous voyez là, mais que je ne détaille pas parce que ce n'est pas le sujet. Les CIV conotroncales, c'est une discontinuité entre le septum et le bord antérieur de l'aorte. C'est un défect qui est situé sous la valve aortique, associé à constamment une malposition de l'aorte.
Il faut avoir une étude très minutieuse des gros vaisseaux, parce qu'en raison de son association avec des anomalies conotroncales. Et elles non plus, elles ne se ferment pas spontanément. Vous avez ici donc une CIV conotroncale en regard de l'aorte. Et ce qui doit vous interpeller, c'est la présence de l'aorte qui est à cheval, qui est juste en regard ici, voyez, juste en regard de cette valve aortique, en Doppler couleur également. Un autre exemple en Doppler couleur, en Doppler énergie, où on voit bien que le septum se situe juste en regard de cette valve artérielle. Et ça doit vous interpeller. Quand la valve se ferme, vraiment, le septum, il est en regard, du fait de ce malalignement. D'autres exemples avec différentes incidences, avec la couleur. Et ici, encore un exemple où on voit la CIV conotroncale, la fermeture de la valve aortique qui est vraiment en regard du défect et du septum. Et aussi, on voit dans cet exemple que la personne qui a fait l'étude est allée un peu plus loin et elle aurait pu se dire il y a quelque chose qui ne correspond pas, j'envoie au cardiopédiatre. Et on voit aussi qu'il va un peu plus loin et il se pose la question de la voie pulmonaire. Parce que même si en tant que dépisteur, il est préférable de s'en tenir à la description de ce que l'on voit, en simplifiant les choses, on peut dire que cette perte de continuité septo-aortique, si elle est associée avec une voie pulmonaire qui est normale et avec une aorte à cheval sur le septum, on sera sur une CIV sous-aortique. Si la voie pulmonaire, elle est hypoplasique, mais perméable, on sera plutôt dans une tétralogie de Fallot. Si la voie pulmonaire est très hypoplasique, sans flux sanguin antérograde, on sera sur une atrésie pulmonaire à septum ouvert. Et si la voie pulmonaire est absente, on sera plutôt dans un tronc artériel commun. On peut avoir encore des complications, c'est qu'on peut avoir la perte de la continuité septo-aortique plus la perte de la continuité mitro-aortique, et là on sera plutôt dans le cadre du ventricule droit à double issue. Mais ça c'est schématiquement. Pour les CIV membraneuses, elles siègent entre les CIV d'admission et les CIV conotroncales, sous la valve celtale de la tricuspide, ça on l'a bien vu. Et ce qui la caractérise aussi, c'est donc sa localisation, mais aussi l'absence de malalignement du septum, alignement septo-aortique. Le diagnostic différentiel in utero, ce n'est pas toujours facile, le diagnostic différentiel, surtout avec ces CIV conales. Et en plus, comme c'est une zone très fine, vous l'avez vu dans le schéma, elle est limitée et des fois, on peut avoir des petites extensions vers les autres composantes du septum. Par contre, celle-ci, elle peut se fermer spontanément. Vous avez ici une CIV membraneuse qui se différencie de la CIV conotroncale par le fait qu'il n'existe pas de malalignement de l'aorte. Comme vous pouvez voir, la valve aortique n'est pas en regard du septum interventriculaire. Vous voyez, la valve aortique, elle est là. Le septum est là. Ici, une très belle image de Nicolas où on différencie la CIV conotroncale par le siège du défect, où vous voyez que le défect il est ici, et quand on voit battre la valve tricuspide, et donc on voit que le défect est juste en dessous de cette valve. Et vous voyez qu'il n'y a pas de malignement de nouveau de cette aorte. Un autre exemple ici, très clair. On va retrouver ici la communication avec bon alignement de l'aorte. Pour les CIV trabéculées, quand elles sont petites, elles peuvent être pas vues en 2D, et donc elles seront découvertes en Doppler couleur, et elles ne posent jamais de problème, donc elles peuvent être négligées. Pour les plus larges, pour celles qui sont multiples, pour celles qui sont vraiment visibles à l'œil, il faut s'en méfier, surtout il faut se méfier de le reste de l'étude du cœur et des anomalies extracardiaques. C'est un shunt habituellement bidirectionnel et sa localisation préférentielle est plutôt apicale et dans la portion moyenne de ce septum. Elles peuvent également se réduire spontanément. Ici, un exemple de CIV trabéculé, plutôt dans sa portion moyenne. Vous voyez ici le défect entre les deux ventricules et qui est très bien visible en Doppler couleur. Ici, elle est plus petite, mais je pense très honnêtement qu'elle a été vue parce qu'on a mis la couleur. Mais vous voyez qu'en plaçant bien son septum, cette CIV, elle apparaît bien pour la couleur. On est parfaitement dans bonne situation. Et ici, encore un autre exemple où on voit le septum qui est bien épais. Franchement, moi, je ne tique pas, peut-être dans cette zone-ci, mais très honnêtement, c'est la couleur qui porte le diagnostic de cette CIV apicale. On peut s'aider de cette coupe petit axe ventriculaire. Vous voyez ici le ventricule gauche avec ses deux piliers. Là, c'est le ventricule droit qui n'est pas complètement visible sur cette image. Et vous voyez la petite CIV ici, à 32 semaines d'aménorrhée, sur cette coupe petit axe ventriculaire que je vous engage à vous entraîner à voir.
Alors, sur le bilan que l'on peut faire, je reviens sur l'étude Epicard. L'étude Epicard nous dit que pour les anomalies de septation, on a 10% d'anomalies chromosomiques et aussi 11% d'anomalies d'autres systèmes. On est obligé de parler, donc, pour certaines CIV d'admission, dans les CAV, il y a certaines qui ont des CIV d'admission, et quand même, on a 57% d'anomalies chromosomiques et 12% d'anomalies extracardiaques. Et pour les anomalies de la voie d'éjection, dont peut faire partie les CIV conotroncales, on a 10% d'anomalies chromosomiques et quasiment 20% d'anomalies associées. Alors, la plupart des centres proposent une amniosynthèse en cas de CIV d'admission pour le risque de trisomie 21, et les CIV conotroncales, on va aller rechercher, ils proposent à la patiente d'aller rechercher surtout la microdélétion 22q11. La plupart des centres surcroîent à cet examen si la CIV siège dans le septum musculaire, si elle est unique, petite et isolée. L'attitude vis-à-vis des CIV du septum membraneux, elle est plus difficile à codifier. Certains, en effet, estiment que les CIV sont parmi les plus fréquentes et qu'elles sont en général isolées. Mais d'un autre côté, on sait aussi que certains enfants atteints de trisomie 21, ça peut être leur seul signe d'appel lors de l'échographie, et que certaines CIV membraneuses pourraient s'accompagner aussi de microdélétion 22q11. En tout cas, pour nous, là, je pense qu'on pourra en discuter. Nous, sur Bordeaux, quand l'échocardiographiste nous dit que c'est une CIV confirmée membraneuse, on n'a pas tendance à faire de cariotype. Mais je sais que sur Lyon, j'en ai parlé avec Hervé Joly, ils ont plus tendance à la proposer de faire le bilan. Donc, ça sera peut-être à discuter. Donc, en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en plus des deux coupes opposables, pensez à étudier le septum à partir de deux autres coupes. On a la continuité septo-aortique, c'est peut-être ce message le plus important à retenir pour découvrir ces CIV conotroncales. Le petit axe ventriculaire, pourquoi pas l'utiliser en deuxième intention quand on a une suspicion de CIV trabéculé. Pensez à faire une étude dynamique avec un balayage lent du septum en incidence latérale. Je crois que le message il est passé. Vous pouvez vous aider du Doppler couleur. Pensez aussi aux faux positifs et aux faux négatifs dont on a parlé dans le topo. Recherchez les CIV d'admission, les CIV conotroncales, les membraneuses, éventuellement les trabéculées quand elles sont larges ou multiples, parce qu'effectivement, elles impliquent un bilan complémentaire et pour certaines, une prise en charge postnatale adaptée. Je crois qu'on peut négliger ces CIV musculaires isolés. Alors, est-ce qu'il faut s'entêter à les rechercher? Pour moi, non, mais ça peut être discuté. Et enfin, j'ai envie de vous dire qu'au moindre doute, n'hésitez pas à référer en restant par contre vigilant sur la description que vous faites de la cardiopathie, sur l'information délivrée à la patiente et de son conjoint. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Hervé Joly qui va nous dire comment il traite ce sujet.